Ok, alors bonjour tout le monde, merci d'être venu pour assister à cette conférence. Donc on travaille tous les deux, donc Charlène et moi, on travaille dans le laboratoire Cicéron, enfin dans le laboratoire FIND, qui fait partie de l'Institut Blood and Brain à Cicéron. Et donc on va essayer de vous expliquer la recherche qu'on fait, et notamment la thématique sur laquelle on travaille principalement, c'est l'imagerie moléculaire. Et donc on va essayer de vous expliquer tout ça. Donc on va parler d'imagerie médicale. Donc j'imagine que vous avez déjà entendu parler. L'imagerie, c'est ce qui consiste à pouvoir... donc on met les patients dans des scanners, ça ressemble un peu à ça. Et ça nous permet d'aller voir à l'intérieur de l'organisme pour mieux voir s'il y a des dysfonctionnements, pour essayer de mieux comprendre les maladies. Et donc il existe plusieurs types d'imagerie. Que là j'ai classé, alors il y a plusieurs façons de les classer, mais j'ai classé par principes physiques avec lesquels ils marchent. Donc on a la radiographie, qu'on appelle aussi scanner dans le langage courant. Des fois en anglais c'est CT pour computed tomography. Tout ça c'est la même chose et ça fonctionne, enfin c'est un petit peu différent, mais ça fonctionne tous avec l'absorption des rayons X. Et donc c'est l'absorption des tissus, les différents tissus de l'organisme vont absorber plus ou moins les rayons X, et c'est comme ça qu'on arrive à évaluer l'intérieur de l'organisme. L'imagerie par résonance magnétique, donc ce qu'on appelle l'IRM, ça marche sur la résonance magnétique nucléaire, donc la façon dont les noyaux d'hydrogène de notre corps vont réagir à un champ magnétique, et notamment à un champ magnétique assez puissant, qui se retrouve tout autour du patient comme ça. Et donc ça, l'IRM, c'est la technique d'imagerie principale de laquelle on va parler aujourd'hui. Il y en a d'autres. Alors il y a l'échographie qui fonctionne avec la réflexion des ondes ultrasonores. Donc on a une sonde. Donc là c'est local, hein, ça ne ressemble pas du tout à ça. Par contre l'échographie, c'est vraiment une sonde qui va envoyer des ondes ultrasonores, et la façon, donc plus ou moins la densité des tissus va renvoyer plus ou moins les ultrasons. Et de cette façon, on arrive à évaluer par détection de densité, on arrive à évaluer le contenu de l'intérieur de l'organisme. On peut voir des vaisseaux, des choses comme ça. La scintigraphie, là on injecte des traceurs radioactifs, et donc on peut détecter où se trouvent les traceurs radioactifs, et donc on peut détecter la maladie, puisque les traceurs radioactifs vont s'accumuler au niveau de la maladie. Et l'imagerie optique, donc c'est tout ce qui est caméra, ou les caméra, ou alors tout ce qui utilise la lumière en fluorescence, mais pour le moment c'est pas extrêmement utilisé en clinique. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va principalement parler d'imagerie par résonance magnétique. Et donc nous, ce qu'on fait, donc les imageurs dont je vous parlais, c'est toutes les modalités d'imagerie qu'on trouve à l'hôpital, et que vous allez, si vous êtes malade, c'est ce type d'imagerie que vous allez utiliser. Mais nous, on a les mêmes types d'imagerie, donc qui sont pour des patients, pour des humains comme nous, mais on fait aussi, donc là ici c'est un type d'imagerie sur lesquels on a des protocoles de recherche avec des volontaires sains qui font certains protocoles de recherche mis en place à Cicéron. Et nous on travaille aussi sur des petits animaux, puisqu'on teste des choses qui sont un peu trop dangereuses pour tester sur les humains pour l'instant, et donc on fait ce qu'on appelle de la recherche préclinique. On met au point les agents de contraste et les traitements sur des modèles animaux. Et donc voilà, donc c'est ici que ça se passe, donc c'est pas très loin d'ici, en face du CHU, laboratoire Cicéron qui fait partie du Ganil. Et donc on est dans le laboratoire FIND qui est qui fait partie d'un nouvel institut qui vient d'être créé, l'Institut de sang et cerveau, ou Blood and Brain, qui est à Caen en Normandie, donc c'est pour ça que c'est l'Institut Bibiati. Donc aujourd'hui on va vous parler, on va faire deux présentations, une présentation qui va se séparer en deux parties. Moi dans un premier temps je vais vous présenter l'imagerie moléculaire, et je vais vous parler de l'imagerie moléculaire de l'inflammation, et après donc Charlène va vous présenter l'imagerie moléculaire de la microthrombose. Donc l'inflammation c'est quoi? C'est vrai que c'est quelque chose que nous tous les jours on a l'habitude d'en parler. Et en médecine, c'est un peu pareil, on parle d'inflammation un peu tout le temps, parce qu'on en rencontre dans toutes les maladies, et on oublie de préciser ce que c'est. En fait, l'inflammation, c'est l'ensemble des symptômes qui correspondent à la réaction immunitaire pour se protéger d'une agression externe ou d'un dysfonctionnement interne.
Donc je le refais, l'inflammation. Par exemple, quand on a, voilà, dans cet exemple, c'est assez parlant. Je ne sais pas si vous voyez la souris. Ouais, si. C'est assez parlant dans cet exemple. On a par exemple une écharde qui va pénétrer donc, au niveau de la peau. On va avoir une blessure, on va avoir un corps étranger. Et donc on va avoir une infection, pénétration de bactéries. Et là, l'organisme va réagir. Et quand il réagit, il va y avoir un recrutement de cellules immunitaires. Il va y avoir donc des symptômes. On voit quand on a une inflammation, une rougeur. Donc ça ressemble à ça. Il y a de la douleur associée, donc on a un peu de chaleur et un gonflement. Et tout ça, c'est les symptômes de l'inflammation. C'est la réaction immunitaire causée par l'infection et donc la pénétration d'un corps étranger et le recrutement des cellules immunitaires. C'est ça qu'on appelle l'inflammation. Et donc dans toutes les maladies, on a une réaction inflammatoire. Alors ici, elle est logique, elle paraît, c'est la plus simple en fait, c'est quand on a une ouverture sur le monde extérieur et donc des agressions de parasites, donc des bactéries, principalement. Mais en fait, cette inflammation, on va avoir le même type de réaction avec les cellules immunitaires qui vont aller à la rescousse du dysfonctionnement dans toutes les maladies. Donc c'est vrai pour les infections comme j'ai montré, mais c'est vrai aussi pour les infections dans l'organisme. Donc par exemple avec le Covid, les infections virales, on a une réaction immunitaire qui est impliquée, et on va avoir une réaction inflammatoire. D'accord ? C'est la même chose donc pour les maladies vasculaires, que ce soit thrombose, plaques d'athérosclérose. Donc quand on vous parle du cholestérol et qu'il y a des plaques d'athérose qui se développent, ça entraîne beaucoup d'inflammation et c'est une inflammation excessive dans la paroi des vaisseaux qui va causer la formation des plaques d'athérome. C'est vrai pour les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. C'est vrai pour les maladies auto-immunes. Et donc là, en fait, c'est le système immunitaire qui va s'attaquer à notre propre organisme. Et donc, en fait, le système immunitaire dans les maladies auto-immunes reconnaît certains éléments comme étrangers et donc cherche à s'en débarrasser. Et donc, l'inflammation va être dirigée vers vers des choses qui sont bien pour nous. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça les maladies auto-immunes. Et donc forcément, l'inflammation est un point central dans ce type de maladie. Et c'est vrai aussi dans les cancers, on a beaucoup d'inflammation qui rentre en jeu. Et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'immunothérapie pour le traitement des cancers. C'est parce que si on stimule le système immunitaire, on arrive à mieux traiter certaines tumeurs. Donc tout ça pour dire que l'inflammation, c'est quelque chose, on appelle ça ubiquitaire, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les maladies, à des degrés différents, dans des formes différentes, certes, mais on le retrouve dans toutes les maladies. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que c'est pour ça qu'on va chercher à regarder et à mieux diagnostiquer. Et donc, dans cette inflammation, il y a toujours une partie vasculaire. Et donc, quand on a un dysfonctionnement, dysfonctionnement interne d'un organe, il va falloir que les cellules immunitaires arrivent à cet organe. Et comment les cellules immunitaires sont véhiculées jusqu'au dysfonctionnement ? Elles passent par les vaisseaux sanguins. Et donc on a ce schéma-là qui se passe. Donc ça, c'est les cellules immunitaires qui sont dans le sang. On a aussi les globules rouges et les plaquettes. Donc vous connaissez, globules blancs, globules rouges, plaquettes. Les globules blancs sont recrutés. Une fois qu'on a un dysfonctionnement, ça envoie un signalement aux cellules endothéliales qui vont exprimer des protéines membranaires. Et ces protéines vont recruter les globules blancs à l'intérieur de la paroi du vaisseau. D'accord ? Donc ça, c'est un phénomène dans tous les cas de toutes les maladies qu'on a parlé plus tôt. On a toujours cette réaction inflammatoire qui s'installe et on a un recrutement des globules blancs via l'activation des protéines des cellules endothéliales. Ok, donc ça, c'est pour expliquer ce qu'est l'inflammation. Et étant donné qu'on l'a dans toutes ces maladies, on va toujours chercher quand on a un patient qui est malade, qui a une inflammation, on va chercher à regarder pour bien comprendre quels sont il va falloir évaluer le statut de l'inflammation pour comprendre où en est la maladie. Et la façon dont on fait ça, souvent on fait des prises de sang. Donc là, s'il y a des globules blancs, on va les voir dans la prise de sang. On va pouvoir voir d'autres molécules comme les cytokines inflammatoires, enfin des médiateurs qui sont relargués par les globules blancs. Donc on va avoir un certain nombre de molécules dans le sang et dans le plasma. On peut faire aussi des biopsies. Alors ça, c'est un peu invasif, mais c'est ce qu'on fait souvent si on veut voir s'il y a une infection dans une partie de l'organisme en particulier, voir s'il y a des bactéries qui sont développées, on fait un prélèvement, et après c'est amené en culture, et on va regarder ce que c'est. Mais après, pour voir l'inflammation, on va faire de l'imagerie médicale. Et donc ça va nous amener à un autre sujet petit à petit.
Et donc, effectivement, en imagerie, on peut voir l'inflammation quand on a un œdème. Donc, quand on a un gonflement, là, par exemple, vous voyez, c'est un œdème au niveau de la cheville. En IRM, on voit qu'il y a un gonflement, parce qu'en IRM, on est assez sensible à la quantité d'hydrogène, donc on peut voir s'il y a une absorption d'eau. Et donc là, ça, on peut le voir en IRM. Mais ça, pour le voir, en fait, il faut qu'il y ait vraiment un œdème assez important et qu'il y ait beaucoup d'eau. Et en plus, on peut le voir qu'avec l'IRM, qui n'est pas la technique d'imagerie tout le temps disponible. Et donc, mis à part ce gonflement, qui doit être assez prononcé pour être vu, et la légère déformation, on n'est pas capable de voir l'inflammation. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise des agents de contraste. Et c'est ce qui va nous amener à l'imagerie moléculaire. Donc, les agents de contraste, je vous explique rapidement. C'est des produits qu'on injecte dans la circulation veineuse, le plus souvent des patients, pour mieux voir certaines parties de l'organisme. D'accord ? Et donc, chaque type d'imagerie a un agent de contraste qui lui est propre. Et donc, quand on injecte, par exemple, pour le scanner, on va injecter des produits iodés. Et donc, ça, c'est une coronographie. Donc, c'est un patient qui a un infarctus au cœur. Et donc, on veut voir qu'est-ce qui se passe, où est son problème au cœur. Là, on ne voit pas très bien. On injecte un produit iodé. Et hop, vous voyez, tous les vaisseaux s'allument. Par contre, ça va assez vite. Donc, heureusement, on l'a enregistré. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a un rétrécissement. Et donc, on comprend, grâce à l'agent de contraste, on comprend. Sans l'agent de contraste, on n'aurait jamais rien vu. C'est bien joli d'avoir une imagerie, mais on ne peut pas voir ce qui se passe. Là, on voit qu'il y a un rétrécissement, donc on appelle ça une sténose, un rétrécissement du vaisseau. Et donc, il va falloir traiter. Et qu'est-ce qu'on fait après? On fait une angioplastie, on va installer un stent au niveau de la sténose. D'accord? Vous comprenez bien qu'il faut un outil de diagnostic assez précis pour voir ça. Il faut une technique d'imagerie médicale pour voir à l'intérieur, et il faut un agent de contraste pour bien voir les vaisseaux. OK? Mais alors, pour l'inflammation, comment ça marche? Donc, pour l'imagerie moléculaire, en fait, c'est la même chose. On utilise un agent de contraste, mais on le couple avec quelque chose qui va le rendre spécifique de la maladie. Donc là, vous avez vu dans cet exemple-là, l'agent de contraste, il circule, il n'est pas spécifique. En fait, il est dans les vaisseaux. Il rend juste les vaisseaux noirs et il les rend visibles en imagerie, mais il ne rend pas la maladie visible. Dans l'imagerie moléculaire, en fait, on rend la maladie visible. On couple l'agent de contraste à ce qu'on appelle un ligand spécifique des biomarqueurs. Et donc, ça, c'est un exemple où on utilise du FDG fluor 18. C'est quelque chose qui est utilisé tous les jours pour voir les tumeurs. Tel quel, là, le patient, on ne voit pas du tout s'il a des tumeurs. Et quand on met du FDG, on a des points qui s'allument en fonction du nombre de tumeurs. Et ça, c'est essentiel comme outil, parce que ça permet de suivre les métastases dans le cadre des cancers. Et donc, comment ça marche? Le FDG, en fait, c'est un ligand spécifique du glucose, pas de l'activité métabolique. En fait, c'est du glucose, et du coup, plus il y a d'activité métabolique, plus les cellules ont une activité métabolique, elles vont consommer du glucose, et donc le glucose va se retrouver à l'intérieur des cellules qui en ont plus. Or, les tumeurs ont beaucoup plus d'activité, donc on arrive à les voir de cette façon-là. Donc là, vous voyez, c'est ça l'idée de l'image moléculaire. On met un agent de contraste qui va révéler la maladie. Et nous, ce qu'on veut faire, en fait, avec l'imagerie moléculaire de l'inflammation, c'est la même chose. Essayer de voir l'inflammation avec une technique d'imagerie moléculaire. D'accord? Donc pour ça, on utilise l'imagerie par résonance magnétique. Donc là, je vous ai montré des agents de contraste pour le scanner, le produit iodé. Je vous en ai montré un pour la scintigraphie. Donc le FDG, c'était un produit radioactif, ça. J'ai peut-être pas précisé, mais ça, c'est un produit radioactif, c'est pour de la scintigraphie. Et là, maintenant, on va parler d'agents de contraste qui sont utiles pour l'IRM. Alors, vous avez peut-être déjà vu ou des connaissances qui ont passé des IRM et qui utilisent des agents de contraste au gadolinium. Ça, c'est quelque chose qui est très utilisé en IRM. Et ça fait un peu la même chose que le produit iodé. C'est non spécifique et ça va permettre de révéler en blanc sur les images d'IRM certaines parties. Mais par contre, ce n'est pas spécifique. Et il y a d'autres agents de contraste qui peuvent être utilisés en IRM. C'est les oxydes de fer. Ça fonctionne comme des tout petits aimants et ça donne un contraste sur des images d'IRM. Et ça donne un contraste noir. Donc ça, c'est le gadolinium. Voilà, un exemple. Ici, on ne voit pas s'il y a une perméabilité de la BHE. Quand on injecte le gadolinium, ça va
traverser la barrière hémato-encéphalique et ça va nous permettre de voir si on a une dégradation de la barrière hémato-encéphalique. Ça, c'est un exemple dans le cancer du sein. On arrive à mieux voir la tumeur parce qu'on a injecté du gadolinium. Ici, donc, c'est un méningiome. Après l'injection de gadolinium, on est capable de mieux voir la tumeur. D'accord ? Donc, ça permet de mettre en relief certaines maladies. Pour les oxydes de fer, ça va donner du signal en noir. Et on utilise les microparticules d'oxyde de fer. Alors, juste un petit détail pour que vous me suiviez bien. Les microparticules d'oxyde de fer, ça fait 1 micromètre. Vous allez voir la taille des agents de contraste, c'est important aussi pour la suite. Donc, les microparticules d'oxyde de fer font 1 micromètre. C'est à peu près la même taille qu'une bactérie, un peu plus grand que les virus, que l'hémoglobine, et on est plus petit que les globules rouges. Et ça, c'est important parce qu'il faut absolument être plus petit que 5 micromètres si on veut que ça circule tranquillement dans le sang. Si c'était plus gros, ça se boucherait dans les petits capillaires et donc on créerait des embolies, on boucherait la circulation sanguine et ça, c'est très dangereux pour notre santé. Donc c'est pour ça qu'on reste à des tailles inférieures pour que l'agent de contraste circule librement. Par contre, on ne va pas aller à des tailles inférieures à 1 micron parce que sinon on aura moins de contraste. Vous allez voir après, avec les nanoparticules, les particules plus petites, on n'a pas autant de contraste. Et donc ce qu'on fait avec ces particules d'oxyde de fer, c'est qu'on arrive à voir l'inflammation. On rend visible l'invisible. Et donc donc ça c'est fait sur des souris, mais on imagine la situation avec des patients. On imagine, on fait un IRM classique, on voit aucun problème. Alors qu'en fait, quand on injecte notre particule d'oxyde de fer qui a des anticorps qui permettent de révéler, donc les ligands qui permettent de révéler la maladie, on voit toute une part d'activité inflammatoire. Donc là, on a rendu invisible la maladie, on a rendu visible, la maladie qui était invisible jusqu'à présent. D'accord ? On a fait un agent de contraste qui permet de voir l'inflammation. Donc l'inflammation vasculaire en ciblant les molécules d'adhésion, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt. D'accord ? Donc c'est ça la technique d'imagerie moléculaire. C'est quelque chose qui permet de voir l'inflammation. Et donc après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé, et c'est ce qu'on est occupé à faire la plupart du temps au laboratoire, c'est qu'on fait des tests précliniques. Donc on fait des modèles de maladies chez la souris et on regarde si oui ou non notre agent de contraste est efficace et comment ça pourrait être efficace pour améliorer le diagnostic. Et une fois que ça, on l'a mis au point, on pourra tester chez l'homme et aller en faire un nouvel agent de contraste, améliorer le diagnostic et améliorer le soin de ces maladies. Et là, ici, on a fait un modèle de septicémie, et comme vous pouvez le voir, on est capable de voir l'inflammation dans le cerveau, au niveau du cœur, donc dans tout le muscle du myocarde, on voit de l'inflammation. On voit qu'on a un signal comparé à ici, où on n'a pas de signal. On est capable de voir de l'inflammation dans les reins. Donc ça, pour diagnostiquer tout ce qui est insuffisance rénale, c'est extrêmement utile. Ça pourrait être extrêmement utile. Et donc là, si on compare avec un modèle où on a juste une inflammation au niveau rénal, eh ben on voit, on a du signal ici. Par contre, ici, ça ne prend pas. Donc on est capable de différencier la maladie grâce à cet agent de contraste. Et donc après, on pourrait imaginer que quand un patient arrive à l'hôpital, on lui scanne tout de suite, on injecte l'agent de contraste et on va voir exactement quel organe dysfonctionne. Plutôt que de chercher pendant des plombes, de faire des biopsies, des prises de sang, toute la recherche qui peut être parfois très très dure, et souvent on ne trouve même pas la pathologie, on pourrait avoir un agent de contraste qui révélerait la maladie en IRM. D'accord ? Ça, c'est un exemple où on l'a fait sur modèle de sclérose en plaques. Donc on induit une encéphalomyélite auto-immune expérimentale chez la souris, avec un peptide qui crée une réaction auto-immune dirigée vers la myéline. Et donc dans ce modèle, on retrouve chez la souris, donc quand on fait des tests de comportement, on retrouve des poussées de sclérose en plaques, des phases de rémission et deuxième poussée. Or, avec notre agent de contraste, on est capable de suivre l'inflammation au niveau de la colonne vertébrale des souris. Et donc là, vous voyez, la première poussée, on a plein de signaux dans la colonne vertébrale. On voit ici en transversale. À la rémission, il n'y a plus d'inflammation. Et deuxième rémission, on retrouve toute l'inflammation. Et ça, en fait, ça arrive légèrement avant les symptômes. Donc en fait, on peut prévoir l'arrivée des symptômes. Et surtout, on pourrait suivre l'efficacité d'un traitement par immunothérapie. Et ça, c'est ce qui manque cruellement pour soigner les patients atteints de sclérose en plaques. C'est qu'on leur donne plein de traitements immunosuppresseurs, immunomodulateurs, mais on n'est pas capable de mesurer précisément leur efficacité.
Donc d'une part, pour certaines maladies, ça nous permet de diagnostiquer, voir où sont les maladies, mais d'autre part, ça peut aussi permettre de suivre l'efficacité des traitements. Et c'est pour ça aussi que l'imagerie est très utile, c'est suivre, vérifier si un traitement est utile ou pas. Et en plus, on peut aussi adapter la quantité, la dose. Si on voit qu'on a encore beaucoup d'inflammation, on va redonner un traitement. Alors que si on n'est pas capable de mesurer l'inflammation, on va être totalement dans l'aveugle au niveau du traitement. Donc ça, on a fait une autre étude préclinique où on a fait un modèle d'inflammation intestinale. Donc ça correspond à la maladie de Crohn. Et donc vous allez voir, on a donc avant l'injection, et là quand on injecte notre agent de contraste, vous voyez, toute la muqueuse intestinale s'allume en noir parce qu'on a un modèle où on a une inflammation intestinale. Et au niveau du côlon, on a une activité inflammatoire aussi. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est pareil, on a testé un traitement immunosuppresseur, parce que pareil pour la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune aussi, et donc on donne des traitements immunosuppresseurs. Donc on a donné un anti-TNF, et on voit que si on donne l'anti-TNF, on ne mesure plus l'inflammation. Donc on vérifie l'efficacité du traitement par immunothérapie grâce à notre agent de contraste. Et ça, c'est vraiment une information cruciale pour le suivi de ces maladies. Et donc maintenant, une fois qu'on a vu toute l'utilité potentielle, on s'est dit, bah, ça y est, on va aller tester chez le patient. Donc on a fait beaucoup de recherches, on est assez content de nos résultats, c'est assez prometteur. Maintenant, il faut amener l'agent de contraste en clinique. Et donc le problème, c'est que l'agent de contraste, il faut être sûr qu'il ne cause aucune toxicité. C'est quand même quelque chose qu'on injecte dans le sang. Or, quand on injecte les MPO dans le sang, il y a une petite partie qui va atteindre la maladie, mais la plupart va se retrouver éliminée par ce qu'on appelle le système phagocytique monocytaire. En fait, c'est le foie et la rate qui ont pour rôle d'éliminer tous les corps étrangers qui circulent dans le sang. Donc c'est comme ça que les bactéries sont éliminées une fois qu'elles circulent dans le sang. Ça passe au niveau du foie, c'est filtré par des macrophages qui sont situés en périphérie des vaisseaux. Et donc une fois que ça c'est éliminé, voilà, une fois que les particules se retrouvent là, quand on les injecte dans le sang, elles se retrouvent ici. Or, les MPO qu'on a montrés, ils ne sont pas dégradables. Donc nous, pour faire ça, on s'est dit, bah, on va faire la même chose, on va faire des MPO, mais qui, eux, seront dégradables et qui ne poseront pas de problème de toxicité. Et quand on a regardé d'un peu plus près, on a vu que, d'accord, les MPO ne sont pas dégradables, mais il y a quand même des nanoparticules, donc un peu plus petites. Donc là, on est en dessous du micromètre, ça va jusqu'à 150 nanomètres, qui ont déjà été injectés à des patients. Donc on s'est dit, on devrait quand même pouvoir injecter des MPO. Ça, c'est des tests qui ont été faits chez l'homme avec des nanoparticules d'oxyde de fer. Et là, vous voyez qu'il y a une accumulation dans la tumeur. On a aussi une accumulation dans le foie devient noir et on peut, par soustraction, imager la tumeur dans le foie ici. Donc, les nanoparticules, on a cette situation-là. Les nanoparticules qui s'appellent les SPIO sont biodégradables et donc peuvent être injectées, mais les microparticules ne peuvent pas. Par contre, si on essaye de faire de l'imagerie moléculaire avec les petites, les nanoparticules, on n'a pas un bon contraste, mais avec les MPO, on a un bon contraste. Et donc, il y a eu beaucoup d'essais de faire de l'imagerie moléculaire avec ces nanoparticules-là, ça n'a jamais abouti parce que c'est trop petit. Et donc, nous, l'idée qu'on a eue, c'est de faire un compromis. On va faire des clusters avec des petites particules, comme ça, à l'extérieur, on aura le même contraste, mais à l'intérieur, ça va se dégrader comme les petites particules. D'accord? Donc, c'est vraiment une idée toute bête, mais au moins, on a le même contraste, enfin on a le bon compromis, on n'aura pas de problème de toxicité et de signal. Et donc pour ça, il fallait qu'on trouve un moyen de faire une matrice biodégradable, beaucoup plus dégradable que le fer, beaucoup plus rapidement biodégradable. Et donc on voulait utiliser une matrice organique et un matériel biologique de préférence, pour pas qu'il y ait de problème de toxicité, pour que l'organisme puisse recycler. Donc on a été chercher différents biomatériaux, et donc ça c'est un matériel sur lequel j'ai travaillé dans un laboratoire en Australie, où ils ont étudié le byssus des moules et la façon dont les moules s'accrochaient aux rochers. Donc c'est intéressant de regarder comment les chercheurs se sont inspirés de la nature pour trouver les matériaux innovants. Et donc en fait, ils ont regardé comment les moules s'accrochaient. Ils se sont dit, c'est marrant ça, que ça puisse résister, qu'il y ait une colle suffisamment forte alors que les rochers sont humides. Et en étudiant ces byssus, donc ils ont regardé de près la composition des pieds, donc des byssus, et ils ont regardé, ils ont vu qu'il y avait une composition assez forte en tyrosine et notamment en groupe dopamine, donc des tyrosines modifiées avec le groupe dopamine.
donc c'est ici, la formule chimique, elle est là. Ça correspond, c'est la même formule que le neurotransmetteur, la dopamine, sauf qu'il l'a trouvé présent sur tous ces acides aminés. Donc c'est de la dopamine accrochée, en quelque sorte, à ces acides aminés. Et donc, dans le laboratoire avec lequel j'avais travaillé, là, ils ont montré qu'on pouvait faire des assemblages de nanomédecine et que ça faisait que si on mélangeait la dopamine avec un pH basique, voilà ce qui se passe. On a un matériel noir et plus on augmente le pH basique, plus on a un hydrogel noir. En fait, on a une polymérisation de la dopamine en un hydrogel de polydopamine. D'accord ? Donc tous les neurotransmetteurs, les molécules simples, s'agrègent entre elles, les molécules de dopamine s'agrègent entre elles et forment un hydrogel qui s'appelle la polydopamine. Et c'est comme ça en fait que les moules arrivent à s'accrocher au rocher. D'accord ? Ça va, je ne vous ai pas perdu là ? Donc la polydopamine, c'est un hydrogel noir qui est facile à fabriquer si on met de la dopamine. On monte le pH, on met un pH basique, et on arrive à fabriquer des hydrogels noirs. Et or, cet hydrogel noir, cette polydopamine, elle a les propriétés de biocompatibilité, biodégradabilité et en plus antioxydante. Donc ça va nous intéresser pour faire notre matrice pour les MPO biodégradables. D'accord ? Et donc on a fait ça, on a mis au point un procédé de synthèse avec la dopamine. On a mis des ions fer à l'intérieur qu'on cristallise pour faire des oxydes de fer. On met la dopamine, on polymérise et on a des clusters comme la forme qu'on va avoir pour les MPO. Et donc là, vous les voyez, pardon. Ça, c'est des images au microscope de nos petits MPO qu'on va utiliser comme agent de contraste. Ok. Et donc ensuite, on les a injectés, on a regardé si c'était bien biodégradable. Donc ça, c'est des IRM où on regarde le foie et la rate des souris. Donc comme vous voyez, direct après l'injection, comme on l'a dit tout à l'heure, tout va dans le foie, principalement, sauf la partie qui cible la maladie. Et on a vu, à 7 jours, 1 mois, 6 mois, on n'a plus rien. Donc ça, on sait que ça ne va pas être toxique. On a regardé aussi la toxicité à côté. Il n'y avait pas de réaction inflammatoire, pas de réaction immunitaire. Et on a aussi vu qu'on avait une bonne dégradation. Donc là, on a réglé le problème de non-dégradabilité des MPO. Donc ça, on va pouvoir continuer. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un anticorps à la surface et on a regardé si on avait un ciblage. Donc là, on a mis l'anticorps qui cible la molécule d'adhésion. Et donc dans un modèle inflammatoire dans le cerveau, on a bien une prise de contraste au niveau, alors que quand on fait le contrôle, donc sans anticorps ciblant, on n'a pas de prise de contraste. Donc on arrive bien à mettre notre anticorps, on a des MPO biodégradables, donc la mission est réussie. On a un agent de contraste pour lequel on est satisfait, on est capable de voir l'inflammation de la même façon qu'on l'a fait avec les MPO jusqu'à présent. Et donc maintenant, à l'heure actuelle, on veut avancer vers l'application clinique. Il faut maintenant qu'on fasse un anticorps humanisé et qu'on passe toutes les étapes de toxicité avant de travailler chez l'homme. Et donc là, on a revalidé sur le modèle d'inflammation rénale, dans un modèle d'AVC, et ça, c'est le modèle de maladie de Crohn. Donc on a bien un agent de contraste efficace, on a donc déposé un brevet, et maintenant on travaille vers l'application clinique. Pour résumer, donc, les MPO permettent d'imager l'adhésion, les molécules d'adhésion et donc l'inflammation vasculaire. Cette technique est efficace dans le cadre de beaucoup de pathologies. Et donc on l'a validé sur les modèles de septicémie, diabète de type 2, insuffisance rénale, sclérose en plaques, maladie de Crohn. Et avec les MPO biodégradables, on a espoir d'avancer vers l'application clinique de cette technologie pour un jour le faire pour diagnostiquer les maladies. Voilà, je vais maintenant laisser la parole à Charlène. On va pouvoir changer de place. Moi, je vais vous parler de l'imagerie moléculaire, mais dans le cadre de la microthrombose et particulièrement de la microthrombose dans les AVC. Donc pour expliquer un peu les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, donc il y en a deux types. Soit on a un AVC ischémique, c'est ce qui arrive dans 80% des cas. Et en fait, c'est le cas où il y a un caillot qui est présent dans la circulation cérébrale qui va obstruer les vaisseaux. Soit c'est un AVC de type hémorragique, c'est-à-dire qu'il y a une hémorragie à l'intérieur du cerveau. Les AVC, il faut savoir que c'est la première cause de handicap physique acquis de l'adulte et qu'on estime qu'il y aura 7,8 millions de décès dus aux AVC d'ici 2030.
C'est pour ça que c'est important aussi d'en parler. Pour rappel, ou si vous ne le saviez pas, les symptômes des AVC, c'est quoi? C'est une déformation au niveau de la bouche, une paralysie faciale. Ça peut être une faiblesse d'un côté du corps, d'un bras ou d'une jambe, et des troubles de la parole. Et si vous voyez ces symptômes-là chez une personne, il faut immédiatement appeler le 15, le SAMU. Et donc pourquoi je vous parle d'AVC? Du coup, c'est pour introduire la microthrombose, parce que dans le cadre d'un AVC ischémique, donc le caillot, c'est ce qu'on appelle un thrombus. Et moi, c'est ce que je vais étudier, c'est les microthrombes, en fait les micro-caillots présents dans le cerveau. Et donc pour voir l'AVC, l'imagerie de l'AVC, en fait il y a 3 types. On a le scanner d'une part, le Doppler et l'IRM. Donc le scanner, on peut voir ici, sur une image toute simple, en fait on voit qu'il y a un gonflement au niveau du cerveau qui correspond à l'œdème. Et en fait, juste ce qu'on va voir, c'est qu'on n'a pas les virus présents ici. On voit bien qu'il y a une différence entre le côté gauche et le côté droit. Le scanner, ça peut aussi permettre de faire une imagerie des vaisseaux, comme ici. Donc on voit aussi la différence entre les 2 hémisphères cérébraux dû à l'AVC. On peut voir ici la présence d'un thrombus, du coup présent dans un vaisseau. Et ça permet aussi de faire ce qu'on appelle l'angiographie par substitution digitale, où là on doit injecter un agent de contraste dans les vaisseaux et par une technique informatique, on soustrait et on peut voir là où il y a un rétrécissement du vaisseau dans la circulation cérébrale, donc là où il y a un caillot ou là où il y a une hémorragie. Donc le scanner, ça ressemble à ça. Pour le Doppler, alors ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas trop. En fait, le Doppler, c'est utilisé dans le cadre de l'AVC parce qu'on peut envoyer des ondes. C'est comme une échographie, c'est une échographie qui va permettre de regarder au niveau du flux sanguin s'il y a une perturbation du flux sanguin. Le problème, c'est que cette technique, elle ne passe pas à travers le crâne, parce que c'est de l'os, et donc on ne peut pas faire une échographie à travers l'os. Donc en fait, il n'y a que quelques endroits du cerveau où on peut observer, et c'est ce qu'on voit ici. On a quelques artères principales qu'on peut voir, mais donc c'est une technique qui est limitée. Et on ne pourra pas voir, par exemple, dans la microcirculation, qui est située dans d'autres zones, s'il y a une perturbation du flux. Et enfin, l'autre technique, c'est l'IRM, qui, elle, permet d'avoir beaucoup de modalités différentes. On peut voir beaucoup de choses avec. Ici, on peut voir qu'il y a un petit changement entre les 2 hémisphères. Ici, c'est une image qui va nous permettre de voir l'œdème cérébral. Après, il y a d'autres modalités, je ne vais pas rentrer dans les détails. L'angiographie, par ici. Et donc, c'est une technique qui permet d'avoir énormément d'informations et qui a l'avantage d'être rapide, de ne pas utiliser des rayonnements ionisants. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on a voulu se concentrer sur l'IRM et les agents de contraste à l'IRM. Alors, les traitements de l'AVC, il y en a 2 types principaux. Le premier, c'est la thrombolyse. La thrombolyse, en fait, on va injecter un traitement dans la circulation du patient. Ici, on voit le thrombus en jaune. On injecte le traitement et ça va permettre de déboucher complètement le vaisseau qui est là. Ça va dégrader le caillot, donc désobstruer le vaisseau, et on va avoir une restauration du flux sanguin. La deuxième technique, celle-là, elle est chirurgicale, c'est la thrombectomie, où en fait, pareil, on a le thrombus et on va introduire un cathéter dans les vaisseaux du patient pour aller chercher le caillot et le retirer. Et pareil, ça va nous donner une restauration du flux sanguin. Et donc, pour en revenir à la microthrombose, donc nos microcaillots, on sait que ces microcaillots, ils peuvent se former comme un AVC dans des gros vaisseaux. Donc, ils peuvent avoir une formation spontanée. Ici, par exemple, c'est le cas il y a une petite réaction immunitaire. Et donc, il y a des cellules immunitaires qui vont venir s'agréger avec des plaquettes et de la fibrine. Ici, c'est que des plaquettes et de la fibrine. Et aussi,
ce qu'on peut avoir, et c'est ce qui va m'intéresser particulièrement, c'est une formation secondaire due à la fragmentation du caillot. Donc un caillot qui est déjà présent. Par exemple, là, si on traite avec le thrombolytique, on va voir qu'on peut fragmenter le caillot en plein de petits morceaux et ces petits morceaux vont emboliser et partir dans la microcirculation. Et dans le cadre de la thrombectomie, donc on va venir chercher le caillot et pareil, ça peut le fragmenter, des morceaux vont partir aussi en aval dans la circulation. Ça va créer des micro-lésions cérébrales. Et donc là, par exemple, c'est le cas d'une patiente qui avait une plaque au niveau de sa carotide. Et donc elle a subi une endartérectomie carotidienne pour retirer cette plaque. Des fragments sont partis et 24 heures après, ils ont fait l'imagerie et ils sont aperçus qu'il y a des petites lésions partout dans le cerveau. Et pourquoi c'est important de pouvoir le voir et pourquoi c'est important de pouvoir le voir tôt aussi, c'est parce que les conséquences de ces microcaillots et de ces micro-lésions, ça peut induire des démences cérébrales et un déclin cognitif à long terme. Donc les patients vont survivre, ils ne vont pas faire d'AVC massif, mais par contre, il y a quand même des dommages après. On a une mauvaise récupération. Et donc nous, c'est ce qu'on essaye d'empêcher en voulant les marquer le plus tôt possible pour pouvoir ensuite les traiter. Donc là, je reprends les microparticules qu'on fait au labo, composées de les petits oxydes de fer qui sont insérés dans la matrice de polydopamine. Donc ces particules, on a voulu les utiliser justement pour marquer les microcaillots. Et d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu tester in vitro. Pour ça, on a utilisé une méthode qui s'appelle la microfluidique, où en fait, on va créer des microcaillots dans une chambre microfluidique, c'est ça, c'est cette petite plaque-là. En fait, on va créer plein de microcaillots à l'intérieur en faisant passer du sang par un système de pompe. Et cette plaque-là, on peut la mettre sur un microscope et on peut observer ce qui se passe directement dedans. Ensuite, on va injecter notre agent de contraste et on va voir s'il se fixe au caillou ou pas. Donc là, c'est ce qu'on peut voir, par exemple. Ici, on a nos microcaillots en vert, parce qu'on a marqué les composants des caillots en vert. Et nos particules, on peut les voir en rouge. Donc il y en a quelques-unes ici, là. Donc on voit qu'après un passage, elles sont bien fixées sur ces microcaillots. Et pour que ce soit un peu plus parlant, voilà, ici, c'est ce qu'on peut voir en direct. Donc en jaune, on voit le caillot. Et en blanc, ce qui vient se fixer dessus, ce sont des particules. Donc ça, par exemple, c'est ce qu'on observe au microscope. Avec ça, on peut tester pas mal de choses, notamment comment ça réagit par rapport au flux sanguin, la composition des particules, quand elles diffèrent, si ça change la fixation au caillot, on peut contrôler pas mal de paramètres. Et ensuite, on a testé ça chez la souris, parce qu'on fait du préclinique. Donc la souris, en fait, on lui a créé un AVC, on a fait un modèle d'AVC. Ce modèle d'AVC, on sait qu'il crée plein de microtrombies dans la circulation. En fait, en injectant en injectant de la thrombine dans une artère, on sait que ça va créer des caillots, donc ça va en créer un gros, et puis après, ça va en créer plein de petits. Donc là, on crée l'AVC chez la souris. Ensuite, la souris, ce qu'on va faire, c'est qu'on la met dans l'IRM, et ça va nous donner une image. Donc là, on voit le cerveau de la souris, il n'y a pas grand-chose de significatif, on ne voit pas de marquage particulier. Et maintenant, si on lui injecte notre produit de contraste, donc nos particules d'oxyde de fer, on va voir sur l'image en haut qu'on a un hyposignal, donc un signal noir qui va se former au niveau du cortex cérébral. Et après, par post-traitement, on peut reconstituer en 3D la microthrombose dans le cerveau de la souris. Il y a une autre technique qui nous a permis de voir que nos particules se fixaient bien et qui nous permet d'étudier la microthrombose. C'est la microscopie biphotonique. En fait, on a fait une fenêtre crâniale au niveau de l'artère de la souris. Et avec des marqueurs fluorescents, on peut distinguer
l'artériole ici, le thrombus qui est en rouge, nos particules qui sont, elles, en verte, et ça, c'est le mélange des trois. Et donc, ce qu'on peut voir en direct, c'est l'évolution de notre thrombus. On voit nos particules qui sont fixées dessus. Et je ne sais pas si on voit, voilà, on voit que s'il y a un morceau de caillou qui bouge et qui s'en va, nos particules, elles s'en vont avec, donc elles sont bien fixées au caillou. On a pu aussi vérifier ça en immunohistochimie, donc c'est une autre technique qu'on utilise couramment au laboratoire. En fait, on récupère le cerveau des souris, on en fait des fines tranches, très très fines, qu'on dépose sur des lames pour microscope et qu'on va venir marquer avec des anticorps fluorescents. Ces anticorps, ils vont aller se fixer sur une protéine, la protéine qu'on veut. Et nous, on sait que nos microcaillots présents dans le cortex, ils sont composés de fibrines et de plaquettes. Donc on lui a mis des anticorps qui vont cibler fibrines et plaquettes. Et ça nous donne ça comme image. Donc on voit bien que c'est situé dans la même zone que ce qu'on voit à l'IRM. En violet, on a les plaquettes et en bleu, la fibrinogène. On a pu vérifier avec cette technique que nos particules se fixaient bien sur les microtrombies. Et aussi, si je vous parle de ça, c'est parce que ça, c'est une technique qu'on peut faire qui nous permet de révéler la microthrombose, mais qu'on ne peut pas répéter parce que voilà, on est obligé de récupérer les cerveaux. Donc en fait, grâce à notre agent de contraste, on peut mettre en évidence ça chez une souris vivante et pouvoir étudier beaucoup plus de choses. Donc, ce que ça nous a montré, c'est que si on prenait l'air dans laquelle se trouvait notre signal noir, en fait, on s'est rendu compte que ça correspondait à l'air de lésion cérébrale qu'on observait chez la souris 24 heures après. Parce que la lésion, c'est une fois que l'AVC s'est produit, c'est la partie du cerveau qu'on ne pourra pas récupérer, qui est lésée. Et donc, nous, on a marqué avec notre agent de contraste la partie du cerveau qui va être lésée. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait une corrélation entre notre signal, donc tout de suite après l'AVC, notre signal, et la lésion à 24 heures. Et donc c'est important parce que ça permet d'anticiper la taille de lésion et potentiellement la traiter aussi en fonction. Ce qu'on a fait aussi, c'est de regarder l'évolution de notre signal dans le temps. Donc là, on a fait notre modèle d'AVC. On a fait une première image avant injection de l'agent de contraste. On a injecté nos particules et après, on a fait des images toutes les 6 heures. Et on voit bien que le signal il diminue sur ces 24 heures. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc les particules ne restent pas dans le cerveau. Et aussi, on a regardé à quel temps on avait du signal après l'AVC. En fait, on a du signal jusqu'à 1-2 heures après l'AVC. Et après, on n'a plus grand-chose. Donc, ça nous permet d'étudier l'évolution de la microthrombose dans le temps après un AVC. Et ici, c'est dans le cadre d'un traitement. Donc, on a injecté nos particules. On voit sur le cortex notre signal noir. Ensuite, on leur injecte le traitement. Donc, c'est le même traitement que chez l'homme, la thrombolyse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les souris qui ont reçu le traitement thrombolytique, on voit que le signal disparaît petit à petit. Et les souris qui ont reçu du sérum fine, donc c'est des souris contrôle, on voit que le signal ne change pas. Donc, ça nous permet d'étudier la réponse de la microthrombose face à un traitement qui est utilisé chez l'homme. Ici, c'est la représentation. Donc, on voit bien la microthrombose qui est présente dans notre cerveau. Et si maintenant on lui injecte l'agent thrombolytique, on voit qu'on n'a plus du tout le même signal après. Ça nous permet vraiment de voir la différence avant-après. Donc, pour conclure,
Nos particules, en quoi ça va nous aider? C'est pour l'étude préclinique de la microthrombose. On va pouvoir regarder chez la souris comment ça répond. Ça va être utile pour tester des nouveaux traitements de l'AVC parce qu'il y a des nouvelles molécules qui sont découvertes tous les jours qui pourraient potentiellement être un traitement. Et donc, on pourrait, grâce à ça, voir comment la microthrombose répond à ces traitements. Et enfin, pour le diagnostic clinique des microcaillots chez des patients qui ont un AVC. Comme ça, on pourrait adapter potentiellement le traitement en fonction de si oui ou non ils ont une microthrombose ou si ils ont eu juste un thrombus principal. Et voilà, donc c'est notre labo. Je sais pas. Le labo Find. Et les personnes qui nous ont aidés pour tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Je sais pas si tu veux... Non, mais merci pour votre attention. Si vous avez des questions. Oui. Les traitements que je vais montrer, oui, alors, la thrombectomie, c'est utilisé aussi pour les comment ça s'appelle, les sténoses cardiaques. Oui. Il y a en plus d'autres traitements, par exemple, ce que tu montrais, la coronographie, le stent, oui. Le stent pour désobstruer les artères. Ce que j'ai montré, c'est principalement, enfin, c'est ce qui est utilisé en principal pour l'AVC, mais oui, bien sûr. Moi, j'avais une question sur le coût financier que ça a, parce que vous parlez du coup des agents de contraste qu'on utilise pour les scanners. Ouais. Mais quand on est à l'hôpital ou qu'on doit passer justement des radios et tout ça, je pense pas que ce soit systématique justement d'utiliser ces produits-là. Donc je me demandais justement quel coût financier ça avait justement de faire ça. Donc le coût de l'agent de contraste en lui-même, pas le coût de la recherche pour y arriver. Ouais, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'en fait le coût de l'agent de contraste à fabriquer, ça coûte pas grand-chose. Même nous dans le laboratoire, la dopamine, ça se fabrique en très grande quantité. Et le fer, c'est pareil, on prend du chlorure de fer, et on mélange les deux avec un peu d'ammoniac, et en ayant les bonnes conditions de sonication, etc., on fabrique un agent de contraste. Il ne faut pas des quantités énormes pour un patient. Et on peut vraiment en fabriquer des kilos pour 10 €, quoi. J'exagère à peine, quoi. Donc c'est pas du tout limitant dans le coût de la fabrication. Par contre, c'est le coût de la recherche qui va courir. Et c'est le cas pour tous les médicaments. C'est que le prix des médicaments doit couvrir l'investissement. Et donc là, il va falloir qu'il y ait un investissement. Donc il y a déjà un investissement. Mais bon, c'est de la recherche publique et donc c'est un investissement public et le but c'est de diminuer l'impact des maladies. Donc là, il s'y retrouve. Mais quand il y aura des boîtes pharma qui vont investir dans le médicament, dans l'agent de contraste, il va falloir qu'elles recouvrent leur investissement. Et donc c'est sur ça qu'est défini le prix. C'est qu'il faut que l'investissement puisse être recouvert. Ouais. Mais ça reste peu cher encore, les agents de contraste. Je pense que les agents de contraste, le gadolinium qu'on a, c'est pas énorme, mais en plus, vous en rendrez pas compte parce que c'est pris en charge par la Sécu. Mais par contre, c'est très vrai pour tout ce qui est immunothérapie. Donc nous, on ne travaille pas là-dessus, mais beaucoup de boîtes pharma travaillent là-dessus. La fabrication des anticorps, en soi, une fois que c'est mis au point, ça ne coûte pas cher à produire. Par contre, ça coûte 1 000 € la dose d'immunothérapie. Tout est pris en charge par la sécurité sociale. La plupart des gens qui ont des maladies auto-immunes ne s'en rendent pas compte. Mais effectivement, ça coûte très cher. Et la raison pour laquelle ça coûte très cher, c'est parce qu'il faut couvrir tout l'investissement de la recherche, le prix des essais cliniques qui coûte extrêmement cher, et le prix de tous les projets qui n'aboutissent pas. Il faut aussi couvrir leur investissement. Donc c'est un peu compliqué la question du coût, et j'espère que j'ai bien répondu.
D'accord. Donc finalement, utiliser pour un patient, c'est pas très coûteux, mais derrière, la recherche est très coûteuse, c'est ça Ouais, on peut résumer comme ça. La recherche coûte cher, alors oui, en fait, la fabrication du produit n'est pas chère, mais la recherche coûte cher, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, c'est ça, ouais. C'est le coût de la recherche qu'il faut couvrir. Ouais. D'accord. Ouais. Donc toujours sur les agents de contraste, donc vous utilisez ça donc principalement pour détecter donc, des maladies, des tumeurs, mais j'ai vu qu'on pouvait utiliser ça aussi pour détecter des fractures, par exemple. Je ne sais pas si c'est le même agent ou si c'est la même technique. Ouais, alors les fractures osseuses, à ma connaissance, elles se voient pas trop mal en scanner. Donc on n'a pas forcément besoin d'agents de contraste. C'est possible que dans certains cas, on augmente avec certains agents de contraste. Je connais pas, donc je pourrais pas te répondre. Moi j'ai vu ça pour une densitométrie. D'accord, donc c'est du scanner, ouais. C'est ça, tomodensitométrie. Pour voir un peu plus en profondeur, justement. Ouais. Et j'ai vu qu'il y avait cette utilisation d'agents de contraste. D'accord, pour faire ressortir vraiment la cassure au niveau de l'os. On la voyait mieux avec... C'est ça, que du coup on ne pouvait pas voir au scanner de base. Je crois que c'était la radio plutôt. D'accord. Ouais, c'est ça. Donc il passait en tomodensitométrie, donc un scanner un peu plus poussé. C'est ça, voilà. Et il y avait un agent de contraste aussi pour mieux mettre en évidence la fracture. D'accord, c'est intéressant, je ne connaissais pas. Et du coup, c'est peut-être un peu bête, mais genre, en fait là, on a vu un cas où justement c'était dans les vaisseaux, le sang il continuait à circuler et tout, et il y avait un caillot, mais ça continuait un peu à circuler. Mais du coup, ce qui permettait aux particules de pouvoir s'accrocher. Mais imaginons que ce soit complètement bouché. Du coup, il n'y a plus de sang qui peut circuler justement dans ce vaisseau-là, et du coup, il va plus y avoir de particules qui vont rentrer dans ce vaisseau-là. Et du coup, comment on fait pour opérer ça? Ouais, c'est une bonne question. Tu veux répondre? Oui, alors en fait, ce que nous on a vu, c'est que même dans le cas où le caillot il est vraiment énorme et il obstrue presque quasiment le vaisseau, il y a toujours des globules rouges qui peuvent passer. Il y en a toujours même un tout petit peu. Et donc, comme disait Thomas avant, les globules rouges, ça fait 10 microns et nous, nos particules, elles font 1 micron. Donc, elles sont vraiment toutes petites. En fait, il n'y a pas de... Ça va pas obstruer, ça va toujours passer, ça va toujours trouver un moyen de passer pour aller marquer, dans notre cas, la microthrombose. Après, si vraiment il n'y a plus du tout de circulation, effectivement, ça ne pourra pas, mais c'est pas ce qui arrive en clinique, quoi. Tu peux montrer chez la souris. Le biphoton, tu sais. Là, je trouve que c'est assez évident. C'était sur le biphoton. Là, voilà. Ça ressemble à ça, un caillot. Mais tu vois, les particules, elles sont vraiment toutes petites, et en fait, elles passent quand même. Et on sait que dans les AVC, dans les thromboses, même les plus occlusives, à moins que le vaisseau soit complètement cramé, entre guillemets. Mais quand il y a une thrombose, il y a toujours du plasma qui passe. Les globules rouges ne passent plus, mais le plasma passe et nos particules, a priori, elles passent de la même façon et c'est assez évident là-dessus. On imagine un caillot qui bouge tout, en réalité, c'est plutôt comme ça. Du coup, vous parliez des essais cliniques. Et Ouais. est-ce que justement il y a des essais cliniques, par exemple sur les MPIO avec la polydopamine qui sont en cours là ou... Alors en cours, non, pas encore. Donc on est content de la formulation. On n'a pas de toxicité dans notre étude préclinique, donc pour l'instant exclusivement sur des souris. Il faut qu'on trouve un anticorps. Le problème, c'est que l'anticorps qu'on a là, il cible la souris. Et on l'achète. Il faut qu'on le fabrique nous-mêmes ou qu'on trouve un partenaire pour le fabriquer et qu'on valide la cible chez l'homme ou chez le primate. C'est la même cible pour VCAM, donc l'anticorps sur lequel on veut se focaliser pour l'instant. Donc il y a toute cette étape, c'est l'étape qu'il y a tout le temps pour même les anticorps monoclonaux, d'immunothérapie. Il y a une humanisation à faire. Donc il faut ce temps-là. On va avoir
après, il faut le valider. Et ensuite, il y a les tests de toxicité. Donc, on commence à y travailler. On commence à se rapprocher de certaines boîtes pharma pour regarder la fabrication. Il faut fabriquer l'agent de contraste dans certaines normes. Ça ne peut pas être fabriqué juste sur les paillasses comme ça. Il faut être en accord avec ce qu'on appelle des normes de bonne pratique, les JMP, Good Manufacturing Practice. Quand on fabrique, il faut pouvoir valider que c'est toujours le même. Donc, faire 1000 fabrications, confirmer que c'est exactement la même chose, que c'est toujours efficace. Trouver des tests pour regarder la stabilité dans certaines conditions de température extrême, de pression extrême, enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'étapes qui justifient pourquoi c'est pas encore en essai clinique, mais on commence déjà à réfléchir quelle orientation clinique. Et après il y a aussi l'étape de levée de fonds, parce que ça coûte cher, donc il faut a priori monter une boîte, enfin, pas forcément, mais en tout cas il faut trouver un moyen pour lever des fonds, trouver des investisseurs qui vont après se faire fortune sur le prix du médicament, de l'agent de contraste, qui veuillent bien donc investir, prendre le risque de payer un essai clinique qui coûte extrêmement cher pour ça. Donc c'est ça qui prend du temps en fait, c'est la mise en place de tout ça. Merci. Mais du coup, pour continuer sur le même lancé, ça prend combien de temps de créer ce genre de produit? Ben là, ça nous a pris... là, ça fait peut-être 4 ans qu'on travaille sur le projet. Et on a été assez vite, en tout cas, ça fait peut-être même plus, où on commence, après la technique d'imagerie moléculaire, elle a été, première publication, c'est 2012. Donc ça commence il y a longtemps. Quand on a vu que c'était très utile, on s'est dit qu'on allait faire des particules biodégradables. Donc là, moi, c'est là que je suis arrivé dans le laboratoire, ça fait 4 ans. Donc, mais ça repose aussi sur de la recherche qui a commencé depuis 2012. Donc voilà, tout est continu, tout est lié. Donc ça se repose toujours sur les recherches historiques du laboratoire. Et après combien de temps ça prend? Ouais, on dit souvent 10 ans en tout pour avoir le résultat de l'essai clinique. Je pense qu'il faut bien encore 5 ans. Ouais. D'accord, merci. Quand vous avez parlé des microparticules, vous avez parlé donc de la toxicité. Et je voulais savoir, c'était quoi exactement les effets toxiques qu'il y avait Ouais, donc le problème de la toxicité pour les particules qui font 1 micron, elles ne sont pas éliminées par les reins, elles sont trop grosses, donc elles arrivent dans le foie. Et c'est à ce niveau-là qu'on a les problèmes de toxicité, ça s'accumule dans les macrophages du foie. Étant donné que ce n'est pas dégradé, les macrophages n'arrivent pas à s'en débarrasser, parce que le rôle des macrophages, tu sais, c'est les bactéries, ils vont phagocyter les bactéries, ils vont les dégrader, et tout le matériel des bactéries va être remétabolisé dans l'organisme. Si ça n'arrive pas à le dégrader, il y a un dysfonctionnement dans le compartiment des macrophages dans lequel ça se trouve, et ce dysfonctionnement va entraîner dysfonctionnement des macrophages qui vont générer des cytokines, donc créer une inflammation, d'accord? Donc ça empire, ça fait une sorte de réaction immunitaire, et dysfonctionnement des fonctions du foie. Et donc on peut mesurer certaines enzymes qui sont relarguées par le foie, qui s'appellent les transaminases. Donc les gens qui ont des problèmes de foie, des insuffisances hépatiques à l'heure actuelle, on mesure leur taux de transaminases, d'enzymes relarguées dans le sang. Et donc on l'a fait pour les souris, et on a vu qu'il n'y avait pas de transaminase de réglé, de relarguées dans le sang. C'est donc on n'a aucune toxicité au niveau du foie. Mais c'est au niveau du foie que le risque se trouvait, et donc là on est rassuré. D'accord. Du coup, vous avez dit ensuite que les nanoparticules, pour le coup, il n'y avait pas du tout de toxicité. Donc elles sont évacuées comment, celles-là? Eh ben, elles sont dégradées, et donc elles se retrouvent dans le foie. Et là, pour le coup, les macrophages peuvent les digérer, puisque la matrice est biodégradable. Surtout que dans les macrophages, dans les lysosomes, on a un pH acide, donc ça va totalement aider la digestion. Et le fer, en fait, se retrouve dans l'organisme. Donc le fer est remétabolisé. À l'heure actuelle, il y a déjà des suppléments de fer pour les gens qui sont anémiques et qui n'arrivent pas à métaboliser le fer par voie orale. Donc on leur donne des compléments en fer, ils n'ont toujours pas de fer dans l'organisme. On peut l'injecter par voie veineuse. C'est des petites nanoparticules d'oxyde de fer qui se retrouvent dans le foie. Et à partir de là, ces gens-là, ils vont pouvoir remétaboliser le fer, donc avoir un apport en fer via la voie sanguine et dans le foie. Et le foie, il fait bien son travail. S'il digère, donc quand il digère une bactérie, il récupère tout le matériel de la bactérie. Quand il digère une particule de fer, il récupère tout le fer et il l'utilise pour notre organisme, donc dans les globules rouges pour transporter l'oxygène par exemple, mais aussi dans d'autres
mécanisme physiologique. D'accord. Donc dans cette méthode-là, il n'y a clairement aucun danger pour la santé, et même au contraire. Enfin, je sais pas. Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'effet toxique. D'accord. Il est trop tôt pour dire qu'il n'y a aucun danger. Là, même moi, je ne suis pas prêt à me les injecter, tu vois. Mais on avance, c'est encourageant. Et donc l'étape, et donc une des étapes qui coûte cher aussi, c'est qu'on doit faire, ailleurs aussi, ça ne peut pas être fait dans le laboratoire. Des laboratoires spécialisés, il faut tester chez 2 espèces animales, un peu plus grosses que des souris. C'est obligatoire si on veut passer à une injection chez l'homme. Donc une fois que ça se sera fait et qu'on injectera les premiers patients, moi aussi je serai d'accord pour l'injecter. Pour l'instant, on considère qu'il y a encore trop de risques. Même si ces tests-là, ils coûtent assez cher, ils sont faits rarement. C'est vraiment quand on a des résultats encourageants et qu'on veut vraiment aller jusqu'à l'application clinique. Il y a peu de chances qu'il y ait des effets toxiques à ce niveau-là, mais il peut y avoir certaines allergies qui ne se développent pas chez la souris, par exemple, qu'il faut regarder d'un peu plus près. Et donc on ne prend toujours pas le risque à ce niveau-là de faire des essais cliniques chez les patients. Donc il y a encore une étape. D'accord. Oui, c'est des étapes obligatoires, ce sont avant justement d'injecter ça chez l'humain. Oui, c'est ça, c'est les étapes obligatoires et c'est toutes les précautions qu'on prend et qu'on est obligé de prendre au final. Okay. Parce que, en fait, je pensais que quand vous parliez de toxicité, il y avait aussi justement cet effet sur la santé. Mais du coup, non, c'était pas. Faut vérifier qu'il n'y en a pas. C'est ça. Faut vérifier qu'il n'y en a pas et ça se fait, voilà, ça se fait par étapes parce que c'est, dans un premier temps, on le fait chez des espèces animales. Mais même après, il y a des effets, on vérifie chez les humains, c'est des petits groupes, on va de plus en plus gros. C'est ce qui s'est passé avec le vaccin, hein. Il y a eu les essais toxiques, d'abord ça a été fait chez les gros animaux, il n'y avait pas de problème. Après on a pris des petites cohortes, après il y a eu un essai clinique, des gens qui pouvaient se porter volontaires. Et après on a vu qu'il n'y avait pas de problème sur 40 000 personnes, on a dit c'est bon. Donc Pfizer a déposé un dossier à l'Agence européenne du médicament, ils ont regardé toute la quantité de dossiers, effectivement il n'y a pas d'essai toxique, il n'y a pas d'effet toxique, on peut y aller, on continue. Mais même après on vérifie. Et donc maintenant, il y a toujours, j'ai oublié le nom, mais il y a toujours un dispositif de surveillance pour vérifier qu'il n'y a pas d'effet toxique, même après, une fois que l'essai clinique est validé. Et donc là, c'est la même chose, le même chemin qu'on va prendre, et c'est le vrai pour tous les médicaments. C'est le même chemin obligatoire, réglementaire qu'on va faire pour s'assurer que on n'a pas d'effet toxique. Merci. C'est peut-être plus pour l'imagerie inflammatoire des microthrombes. Est-ce que, en fonction des protéines d'adhésion qui sont exprimées sur les cellules endothéliales, est-ce que ça peut amener à faire des diagnostics différentiels, par exemple s'il y a plus eu un AIT vraiment un gros AVC ou par exemple d'autres pathologies où il peut y avoir une inflammation justement. Alors, moi, quand j'injecte les particules, en fait, elles se fixent pas à des molécules d'adhésion comme dans le cadre de l'inflammation. Oui. Elles se fixent vraiment qu'au caillot. Donc, ça peut permettre de différencier s'il y a un microcaillot s'il y a une inflammation. Parce que dans un cas, ça se fixera et dans un autre, non. Mais par contre, pour différencier justement s'il y a une inflammation après un AIT, pour le coup, ce serait plus des particules avec un anticorps qui vont venir se fixer sur soit la P-sélectine, soit VCAM, et ça pourrait permettre de distinguer ce qui se passe, quoi. Okay. Mais moi, il n'y a pas de... c'est vraiment les caillots. Et c'est pas sur les cellules endothéliales. D'accord. On l'a fait dans le laboratoire, il y a aussi des études où on regarde l'inflammation dans l'AVC ischémique. Donc les mêmes modèles, mais on regarde l'inflammation. D'accord. Et la grosse différence, c'est que là, c'est fait en aigu, c'est juste après le début de l'AVC. Et l'inflammation, elle se met en place, on regarde plus souvent à 24 heures. Ça commence à 6 heures, en gros, hein, mais en fait, il y a de l'inflammation déjà avant. Mais c'est pas les mêmes timings, quoi. Donc la thrombose, elle est vraiment là tout de suite. L'inflammation, il faut que le temps qu'elle s'installe. Merci.